Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell. Je suis ravi de vous retrouver pour cette table ronde consacrée à un sujet assez peu abordé finalement dans les nombreux articles et conférences qui traitent de l'immobilier et de l'environnement de travail, puisqu'il s'agit de la maintenance des bâtiments et plus précisément dans un contexte de développement tous azimuts des outils numériques. Je voulais qu'on s'interroge sur cette fameuse maintenance prédictive qu'on nous annonce depuis déjà quelques années. Où en est-on? Quels sont les outils qui se déploient aujourd'hui? À quel horizon est-ce qu'on peut s'attendre à une maintenance plus prédictive? Quels sont les enjeux, les bénéfices dont on peut en attendre? Voilà les questions que je vais poser à nos invités. Et je suis très heureux d'accueillir sur ce plateau, tout d'abord, Julien Pequeux. Bonjour Julien. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Bienvenue. Manager technique tertiaire, pôle Property Management au Crédit Agricole Immobilier. Alors, est-ce que tu peux nous présenter le périmètre de ton poste, s'il te plaît ? Eh bien, le Crédit Agricole Immobilier gère les immeubles principalement tertiaires dont je m'occupe pour le compte de mandants qui peuvent être des institutionnels, banques, assurances ou autres. Et donc mon job, mon périmètre, c'est de faire tourner avec mon équipe, faire tourner techniquement ces bâtiments. Donc toutes les installations techniques, ça va du contrôle d'accès à la clim, à l'électricité d'un bâtiment. Sur combien de sites ? Sur à peu près 200 adresses. Ah oui. Quand même, essentiellement en région parisienne ou... Essentiellement en Ile-de-France, mais répartis dans toute la France, toutes les grandes métropoles. D'accord. Et vous êtes combien pour faire tourner 11 personnes dans mon équipe. Ouais, bon, ok. Donc c'est déjà une belle équipe. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup en tout cas de ta présence. J'accueille également Samy Fatine. Bonjour Samy. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell. Merci. Directeur des opérations chez Planon pour la zone IMEA South. L'ai-je bien dit ? Parfaitement. Bon. Quelques mots sur Planon, s'il te plaît, Samy. Alors, Planon, c'est un éditeur de solutions logicielles destiné à la gestion du patrimoine immobilier tertiaire. Alors, c'est aussi bien la gestion de la partie real estate, la gestion des baux, du patrimoine en tant que tel, mais aussi la manière dont les immeubles sont exploités et bien sûr la maintenance, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Parfait. Encore merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Alors évidemment, je vais commencer en me tournant vers toi, Samy. Comment est-ce que tu définirais une maintenance prédictive par rapport à une maintenance curative et surtout à une maintenance préventive, qui est celle qui est la plus répandue aujourd'hui. Et en même temps, on va voir à l'écran une slide qui est issue d'une source Planon, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Oui. D'une étude Planon. On va la voir à l'écran, la belle pyramide de Maslow, qui nous dit que on était vraiment dans le réactif dans les années 30, et puis que depuis les années 60, puis 90, puis les années 2010, on est de plus en plus proche d'une maintenance dite prédictive. Oui, absolument. Voilà. Donc, c'est quoi la définition exactement ? Disons que pour dire les choses simplement, la maintenance curative, c'est on répare un équipement qui est en panne, simplement. La maintenance préventive, c'est qu'on va établir des cycles de maintenance sur des équipements de telle manière à ce qu'ils gardent leur performance et qu'ils ne tombent pas en panne. Oui. Et la maintenance prédictive, c'est communiquer avec l'équipement et intervenir avant qu'il ne tombe en panne ou que ses performances se dégradent trop. D'accord, ok. Même chose pour toi, Julien, c'est ça la définition ? Oui, alors j'aurais peut-être une définition un peu moins technique, mais une définition vis-à-vis des utilisateurs que je peux côtoyer tous les jours. Pour moi, la maintenance prédictive, c'est une maintenance vraiment 2.0, c'est la maintenance de demain, qui permet de monitorer le bâtiment au plus près, d'optimiser les interventions de maintenance, ça c'est une évidence. Et puis côté donneur d'ordre, c'est récupérer un maximum d'informations, et y compris budgétaires, pour permettre une exploitation plus efficiente. Donc le but du jeu, c'est d'anticiper, si j'ai bien compris, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors, on va voir sur la slide suivante où est-ce qu'on en est un peu aujourd'hui. On voit que les entreprises utilisent de plus en plus des objets connectés, des fameux IoT, pour gérer leurs espaces de travail. Alors là, on va voir, c'est issu d'une étude Verdantix qui date de 2021, donc il n'y a pas si longtemps, qui montre que les objets connectés aujourd'hui sont majoritairement déployés pour gérer les surfaces en 1 et l'occupation. Voilà, c'est ce qu'on voit
sur l'écran. Également pour détecter des fuites ou relever des températures. On voit aussi que la gestion des énergies est devenue un sujet important cette année. Voilà, c'est le domaine où les projets sont les plus nombreux. Ce n'est pas celui où les objets connectés sont déployés aujourd'hui, puisqu'on voit que 6% des entreprises qui ont dit aujourd'hui c'est déployé. Par contre, c'est là où on a le plus de projets en cours de test qui vont s'implanter bientôt. Par contre, juste en dessous du top 4, on voit la partie contrôle et automatisation du bâtiment qui est pas forcément la plus développée, qui n'est pas forcément celle où les entreprises sont le plus en phase de développement sur ces sujets. On voit aussi sur la slide suivante, pour compléter d'ailleurs, que les capteurs sont déployés aujourd'hui dans 65% des bâtiments. Mais essentiellement, pourquoi ? Pour faire du relevé de température, du relevé de luminosité et puis de qualité de l'air. Et finalement, assez peu en présence, que 26%. Ça, c'était aussi une surprise pour moi. Samy, en quoi est-ce que ces objets connectés peuvent aider à la maintenance ? C'est-à-dire au-delà simplement de relevé de température, de qualité de l'air, de présence, en quoi est-ce qu'ils peuvent aider à la maintenance des bâtiments ? Bien, c'est parce que déjà ces objets connectés, tu l'as évoqué, ils changent un petit peu de destination. On est d'abord dans vraiment veiller à ce qu'il y ait un environnement de travail de qualité, les bonnes températures, c'est un sujet très finalement FM. Là, on change de technologie, de niveau technologique. Ça aujourd'hui, c'est les équipements en eux-mêmes auxquels on va aller prendre une information. Soit ils la communiquent eux-mêmes, soit on vient leur apposer des petits éléments techniques qui viennent capter cette information. Et on va interfacer ces petits éléments ou ces équipements avec des outils, des mainteneurs finalement, de telle manière à aller au plus près du besoin sur la maintenance. On est moins sur l'occupation de l'espace, on va être véritablement sur le cycle de vie de l'équipement en lui-même. Et puis c'est vrai que, tu l'as évoqué brièvement dans ton introduction, l'actualité nous rattrape, que ce soit finalement l'élévation du coût de l'énergie, qui est fantastique, et évidemment les enjeux environnementaux. La réglementation s'est adaptée. Aujourd'hui, je dirais, nous avons enfin une réglementation en vigueur qui véritablement va nous pousser à agir sur le patrimoine existant. Et donc, c'est aussi une formidable opportunité de faire évoluer, de moderniser finalement les bâtiments, les équipements techniques pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés. Et forcément, le fait que la législation finalement pousse, ça crée finalement des obligations réglementaires et ça va permettre de dégager des budgets. Finalement, c'est un peu les équipements techniques eux-mêmes qui deviennent des IoT, c'est ça ? C'est en quelque sorte, on injecte de la communication et du recueil de data dans les équipements eux-mêmes. Oui, les équipements modernes aujourd'hui sont communicants. Ça, c'est déjà depuis quelques temps, mais ils le font maintenant de manière beaucoup plus ouverte. Mais surtout, on va être capable, avec des IoT qui viennent des petites appliances qui viennent s'installer assez facilement, on va être capable de rendre communicants, y compris des outils d'une génération passée. Et donc, ça vient aussi s'intégrer dans des bâtiments existants, y compris un peu anciens. Et à Paris, on est très concerné par le sujet. Et oui, parce qu'on est obligé de le faire. Vous êtes obligé de faire aussi avec l'existant. Donc même question finalement pour toi, Julien, ces objets connectés, comment est-ce qu'ils peuvent aider à la maintenance des bâtiments ? Alors côté utilisateur, pour le coup. Côté utilisateur, on attend que les objets connectés optimisent les interventions curatives. Les interventions curatives, il y en a encore, il y en aura toujours. Mais évidemment, quand l'appareil qui est en défaut communique directement son défaut à la maintenance qui peut être sur site ou à distance, ça permet que le technicien vienne déjà avec la bonne pièce, sache diagnostiquer à distance le temps d'immobilisation de l'appareil. Et donc, nous, donneurs d'ordre et en face des utilisateurs locataires, ça permet de les prévenir, de leur dire, voilà, la solution qu'on peut mettre en place en temporaire, la solution en définitif, et le technicien, il sera capable d'avoir la pièce sous X temps. Voilà ce qu'on en attend. Compris. Alors on voit sur la slide suivante, c'est une étude de JLL de 2022. On voit que plus de 80% des entreprises collectent aujourd'hui déjà la data immobilière. C'est ce que tu disais, Samy.
déjà quand même un parc installé, communicant. Par contre, elles n'en font pas toutes le même usage. On voit qu'il n'y a que 13% finalement de ces entreprises qui sont dans le temps réel, dans l'analyse poussée réellement des données. La majorité, on le voit, elles collectent des données immobilières, elles les utilisent plus ou moins régulièrement. Toi, Samy, évidemment, tu vois beaucoup d'entreprises à partir de ta fonction. Est-ce que ça correspond à ce que tu constates ? Oui, je pense que c'est un constat réaliste de la situation et qui s'explique en même temps parce qu'on a finalement un vrai silotage finalement des besoins en termes d'information. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les technologies sont apportées par des besoins métiers. Donc les informations qui sont produites par ces technologies-là, elles restent souvent silotées dans leur domaine. Et tout l'enjeu, en fait, auquel on va devoir répondre ensemble, c'est de décloisonner ces informations, de les faire communiquer ensemble pour finalement mettre en place des actions. Et ça, je pense que c'est véritablement la grande évolution du moment. Tu parlais finalement de la production de data. Des GTB, GTC, il y en a partout. Des GMAO, il y en a beaucoup. Elles sont plus ou moins utilisées, je pense de mieux en mieux utilisées. Je pense que l'importance d'un référentiel technique à jour, pertinent, aujourd'hui, elle est bien comprise de tout le monde. Et là aussi, il y a un changement, les silos sont en train de se fracturer parce que finalement, ce qui était autrefois essentiellement l'outil du mainteneur qui lui permettait de réaliser sa mission, en fait, cet outil, il va être de plus en plus devoir être, finalement, il va intéresser le donneur d'ordre, il va devoir même parfois être partagé avec ce donneur d'ordre parce que l'information qu'il contient, elle est essentielle pour le respect des obligations réglementaires de l'organisation, dans un cadre RSE par exemple, des critères tertiaires plus généralement. Mais ce qu'on voit là, avec finalement ce retour d'enquête de JLL, Future of Work Survey de 2022, on se dit que les technologies sont là, enfin que les données, elles sont déjà récoltées, qu'on a déjà pas mal de choses. Bon, qu'est-ce qui manquerait pour aller un peu au-delà alors ? Je pense que finalement, il manque essentiellement une prise de conscience que les données sont présentes et qu'elles doivent être exploitées. Et ensuite, évidemment, à partir de cette prise de conscience, une décision de investir dans ces systèmes d'information pour les faire communiquer ensemble et de sensibiliser tous les acteurs de la chaîne pour pouvoir produire ensemble de la donnée pertinente et ensemble aussi se mettre d'accord sur les processus métiers ou alors tout simplement les projets ou les programmes de progrès, notamment en termes de réduction des émissions carbone, qui doivent être mis en place. Julien, toi, quel retour d'expérience tu as justement concernant cette marche vers la maintenance plus automatisée dans tes diverses fonctions ? Nous, le souhait, c'est évidemment, aujourd'hui, on a des mainteneurs en face de nous qui nous vendent leur base de données, leurs outils, passer des dépêches ou des tickets pour des dépannages, etc. Donc ça existe. Par contre, nous, donneurs d'ordre, maintenant, on entend une exploitation vraiment plus poussée dans les reportings. On attend des reportings bien construits, fiables, intéressants. Ça, c'est primordial. Oui, tu me disais aussi trop de budget à aller chercher au dernier moment. Oui, exactement. Ça, la maintenance prédictive, les capteurs, on attend qu'on mesure finement la durée de vie des équipements, ne pas attendre un taux de panne important pour penser au remplacement, et donc un lissage budgétaire qu'on puisse vraiment étaler sur plusieurs années et une vue à long terme de l'exploitation d'un bâtiment. Je précise aussi que tu étais jusqu'il y a peu directeur immobilier chez Sonepar, et tu disais que dans le cadre de cette fonction-là, tu avais à gérer beaucoup de petits sites. Oui. Un peu disséminés, et que ce n'était pas forcément simple non plus là, dans ce cadre-là, d'avoir un retour, alors encore moins en temps réel, sur ce qui se passe. La difficulté du multisite, c'est qu'on n'a pas de mainteneur en poste sur place. On bénéficie de ces tournées, mais évidemment, beaucoup d'entreprises extérieures, entre guillemets, à la maintenance sont susceptibles d'intervenir sur les installations. Et donc, c'est d'autant plus difficile d'avoir des bases de données fiables et d'autant avec un meilleur encore intérêt d'avoir des objets qui puissent nous parler, nous, à distance, pour mesurer les défauts ou les performances sur une installation. C'est d'autant plus important en multisite. C'est crucial. Et les outils de
GMAO. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'apporte? L'outil de GMAO, ce n'est que le reflet du travail de mainteneur sur place. C'est pas l'outil de GMAO qui va donner la solution, détecter la panne. Et en fait, c'est que pour nous, en tant qu'utilisateurs, ce n'est qu'un reflet de la maintenance préventive, corrective du mainteneur. Mais on attend autre chose de l'installation. Nous, on aime vraiment qu'à distance, le mainteneur puisse dire j'y vais pas, je sais régler la panne, en combien de temps, et voilà ce que ça va coûter. Et aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait être configuré pour aller vers ce que tu attends, là, vers finalement aussi une communication plus temps réel, plus fluide, finalement, avec toi et avec peut-être vos bases de données à vous, à terme? Oui, tout à fait. Puis on attend aussi quelque chose de techniquement, entre guillemets, à la portée de tout un chacun. Ça peut être à la portée de l'utilisateur qui est sur place, bien sûr, et puis avec des KPI qui soient compréhensibles par tous. Alors on voit, slide suivante, on va le voir ensemble. Ça, c'est l'Institut Gartner aux États-Unis qui nous dit ça, mais c'est quand même assez significatif. Il nous disait récemment que 20% des gains potentiels d'efficacité seraient perdus à cause de problèmes d'intégration et d'interopérabilité entre les systèmes. C'est quand même pas rien, hein. Un cinquième des gains potentiels, juste sur des problèmes d'intégration et d'interopérabilité. Toi, tu disais, Samy, à juste titre, que aujourd'hui, les facteurs s'accumulent pour pousser dans le sens du prédictif, mais est-ce que ça reste quand même pas le plus gros, on va dire, obstacle à passer que cette interopérabilité? Je pense que ça reflète effectivement l'état des lieux de nos systèmes d'information qui sont cloisonnés par métier, c'est ce que je disais juste avant. En réalité, moi je vois à travers ce pourcentage que propose l'Institut Gartner une vraie opportunité, parce qu'en fait on voit qu'on peut gagner 20% finalement d'efficacité à changer les choses, et donc ça permet de dégager des budgets. Et je pense qu'aujourd'hui, la notion d'intégration, alors pas seulement d'ailleurs des IoT et des systèmes de données, mais d'intégration des outils, des faiseurs et des donneurs d'ordre, finalement aujourd'hui c'est quelque chose d'essentiel. Je dis parler de désiloter, je pense que c'est aussi là qu'on trouve beaucoup de pertes, hein, pas seulement entre le bâtiment et puis l'opérationnel, mais aussi entre le donneur d'ordre et l'opérationnel. Donc, mais je pense que c'est en train de ça va changer. Là, on est vraiment à un point de bascule. On a fait un saut technologique considérable. Ah oui, vraiment, oui, l'intégration d'IoT qu'on évoquait tout à l'heure, il y a encore quelques années, c'était assez laborieux. Ça supposait de mettre des réseaux d'alimentation, ça supposait de mettre en place des réseaux de communication qui soient plus ou moins fermés ou qui n'empiètent pas sur le système d'information de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est fini. Les IoT, c'est des choses qu'on installe, j'ai envie de dire, avec un scotch double face qu'on vient coller sur un mur, qu'on intègre avec un code barre. Enfin, ça va très vite. Ils sont sur piles, avec des piles qui durent 10 ans. Ils sont communicants sur des systèmes LoRa ou Sigfox, en gros, des technologies sans fil. Et surtout, ils sont agnostiques, c'est-à-dire qu'ils exploitent des protocoles standards qui permettent d'être intégrés dans des systèmes d'information divers et variés. Et ça, je pense que ça va vraiment permettre d'accélérer le déploiement de ces technologies, ce qui n'était pas encore le cas il n'y a pas si longtemps. Y compris sur l'existant. Et c'est là l'enjeu. Les équipements aujourd'hui qui sont d'ailleurs très consommateurs d'énergie ou qui sont aujourd'hui pas en phase avec les attentes qu'on a sur la partie environnementale, c'est l'existant. Et donc on a besoin d'aller vite. Et les technologies d'aujourd'hui permettent de s'intégrer dans des systèmes qui sont vieillissants, parfois pas du tout communicants, on peut les rendre communicants. Et quand ils sont communicants, ou parfois sur des systèmes assez fermés, des protocoles constructeurs, on va être capable de quand même les intégrer, et ça change beaucoup de choses. Parce que j'entends beaucoup ça, j'entends beaucoup, on en a parlé, d'ailleurs Julien m'en a parlé en préparation, sur ces protocoles plutôt fermés, ou des opérateurs, de certains opérateurs, on ne va pas les nommer, qui disent d'ailleurs par ailleurs qu'ils font de plus en plus d'efforts pour être ouverts, pour ouvrir. Mais ça reste encore compliqué quand même Oui, on le voit quand on installe une GTB et par exemple un système CVC dans un bâtiment, 10 ans plus tard,
bien souvent, ou quand on veut remplacer un équipement, on se retrouve forcément face à des problèmes de protocole, d'ancienneté du matériel, et on voit que la compatibilité n'est pas toujours là. Et aujourd'hui, comment vous faites alors du coup pour faire communiquer tout ce petit monde? Est-ce que vous avez des outils d'abord? Vous développez des outils particuliers? Combien de temps ça peut prendre? Alors effectivement, pour pallier à cette difficulté qui est remontée par Julien, qui est tout à fait juste, en fait aujourd'hui il existe des petites appliances, des petits outils qui viennent s'intégrer en aval des équipements existants et qui viennent traduire en fait des signaux et les rendre compatibles avec les systèmes d'information du marché. Je parlais du Big Green, qui est une entreprise qu'on a rachetée il n'y a pas très longtemps, qui fabrique ces petits équipements qui viennent s'intégrer dans les systèmes des bâtiments et de les rendre finalement communicants et ouverts sur les systèmes d'information qui viennent de partout. Et donc aujourd'hui, là où on entendait il y a quelque temps qu'il fallait s'y prendre 1 an, 2 ans pour déployer justement des systèmes de maintenance de bâtiments un peu plus communicants, aujourd'hui vous réussissez à faire ça en combien de temps? Alors aujourd'hui nous on dit en gros 6 mois aujourd'hui entre une prise de décision et le déploiement effectif de ces techniques, de ces technologies et les premières sorties de rapports comme tu évoquais, c'est 6 mois. On n'a pas 2 ans devant nous en fait pour agir. De toute manière la réglementation nous met aussi une pression, il y a une deadline. Et je dirais que même si on prend un peu de hauteur et qu'on se veut quand même responsable, on sait qu'on n'a pas 2 ans devant nous pour commencer à prendre des décisions et à prendre des actions. Donc il faut aller plus vite. Julien, toi, en tant qu'utilisateur final, finalement, de ces solutions, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme outil prédictif et pour faire quoi en fait? Oui, moi j'aimerais, pour avoir fait un projet neuf et déployer le BIM sur ce projet neuf, on attend que le BIM soit connecté aussi à toute cette maintenance, que le mainteneur puisse mettre à jour le BIM, que le BIM permette à l'utilisateur en 3 clics d'aller chercher une cassette de clim, de voir sa durée de vie, de voir combien de temps il lui reste à servir et prévoir le budget qui va en face, avoir un maximum d'informations constructeurs aussi. Bien souvent, on est en manque de ça, on n'a pas tous des DOE à jour sur les sites, donc on attend que la donnée soit stockée et que ça soit dédié à l'équipement. Le besoin, c'est quoi au final? C'est ce que tu disais au début, pouvoir un peu mieux anticiper sur ses budgets, par exemple. Oui, et puis c'est pas contrôler le mainteneur, mais c'est avoir l'impression de maîtriser en tant que donneur d'ordre son installation. Aujourd'hui, tout est dans les mains du mainteneur, donc il y a une relation de confiance qui s'établit, mais en tant qu'utilisateur, finalement, la restitution qui nous en est faite, et je pense qu'elle peut être grandement améliorée. Et alors, c'est quoi les freins alors pour toi principaux qu'il faut dépasser? On a parlé d'interopérabilité. Je pense que nous, en tant que donneur d'ordre, on est prêt, on a la pression de la réglementation, on a tous choisi, dans le cadre du décret tertiaire, son année de référence, on est prêt en termes de budget, je pense, à équiper, on y voit tous l'intérêt à équiper les bâtiments. Peut-être du côté mainteneur, on attend aussi que le mainteneur soit vraiment à livre ouvert avec son donneur d'ordre, soit lui montre que ces installations sont mesurées au bon endroit et voilà, en maîtrise. Donc on attend vraiment ça, on attend de la transparence, on attend un pilotage optimisé. Mais du coup, je me dis, Samy, ça suppose quand même, il y a quand même quelques enjeux quand même derrière, gestion des connaissances, gestion des compétences nouvelles aussi peut-être, non? Oui, c'est pour ça que, alors nous, il y a 5 ans déjà, on parlait d'oser la transparence en disant à nos clients, parce qu'on est aussi très présents dans le monde des prestataires de services, c'est-à-dire mais ouvrez vos systèmes d'information à vos clients, partagez cette information. Et c'est une démarche qui a commencé. Et dans le même temps, en fait, c'est ce qu'on pense. C'est qu'on pense que les solutions qui sont existantes, y compris celles d'ailleurs que nous éditons, elles doivent s'enrichir, progresser et embarquer avec eux l'écosystème d'utilisateurs. Et effectivement, aujourd'hui, que ce soit des certifications des utilisateurs pour bien s'assurer que les techniciens maîtrisent ces solutions, sont capables de l'utiliser, qu'elles renseignent une donnée fiable, mettre à contribution les donneurs d'ordre et les occupants pour amener de l'information dans les systèmes d'information. Et bien ça, aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais, l'enjeu pour un éditeur tel que Planon, mais pas seulement. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on travaille. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que quand un acteur, que ce soit le prestataire ou le donneur d'ordre, fait le choix d'investir sur une technologie et de construire un référentiel technique et d'y associer les usages, c'est de faire en sorte qu'il soit partagé par un maximum de monde pour le rendre à la fois fiable et pérenne dans le temps. Et de prendre des mesures et ensuite de suivre ces plans d'action dans le temps.
Alors un petit mot aussi sur d'autres technologies, parce qu'on a parlé beaucoup des capteurs et des objets connectés, mais on va le voir à l'écran sur une étude qui a été menée par FacilitiesNet, qui parle des technologies mobiles. Les technologies mobiles, elles améliorent aussi, d'après cette étude, grandement la réactivité d'ailleurs, comme l'organisation de la maintenance des bâtiments, 73% dans un cas, 62% dans l'autre cas. Autre étude, et on est bien obligé d'en parler, qui, elle, s'intéresse à l'intelligence artificielle, la fameuse IA, mais c'est vraiment le sujet du moment, l'innovation de rupture, en tout cas des années qui viennent, et qui peut avoir un impact important. Donc là, on est sur une source Bloomberg Advisory Group de 2023. Et c'est intéressant parce que l'étude, en fait, s'intéresse aux différentes phases de la maintenance des bâtiments. Et on voit que ce n'est pas forcément sur toutes les phases que l'intelligence artificielle pourra avoir un impact. Il considère que là où l'IA pourrait avoir l'impact le plus important, c'est surtout sur les phases de diagnostic et d'analyse, et qu'en amont et en aval, ça resterait modéré, voire à très faible impact. Samy, est-ce qu'une maintenance plus prédictive, pour toi, ça passe par plus d'IA, à terme, plus d'intelligence artificielle dans les outils, plus ou moins d'humains, plus ou moins de compétences sur ces sujets ? Force est de constater que des humains, il y en a quand même de moins en moins, compte tenu des coûts et de ce que ça suppose. Oui. Nos confrères des ET en savent quelque chose. Pour autant, il y en a quand même. Et je pense qu'on doit s'appuyer sur l'intelligence réelle, il n'y a pas que l'intelligence artificielle. Toutefois, c'est vrai que il faut admettre que pour ce qui va être de la finesse, parfois d'analyse de micro-facteurs, comme des variations dans des consommations, comme ça peut être aussi un changement de bruit. Oui, des petites vibrations, comme dans l'industrie, c'est ce qui regarde dans une très légère perte de performance, parfois insensible sur des productions de froid, par exemple. L'IA va être capable non seulement de récupérer cette information qui vient des objets connectés, mais aussi de la confronter à l'expérience sur des milliers, des millions d'autres relevés similaires. Oui, parce que derrière, on met en place des algorithmes apprenants en quelque sorte, qui compilent et qui finissent par comprendre parfois et détecter des signaux que même un être humain ne pourrait pas détecter. Exactement, et de mettre en corrélation des signaux qui nous semblent tout à fait qui n'ont aucun lien entre eux pour nous. Et effectivement, là, alors l'IA va être capable d'apporter finalement des propositions de comportement, de savoir et d'anticiper que la panne va arriver. On trouve déjà ça dans le monde de l'industrie. Mais ça arrive, comme tous ces sujets technologiques, souvent redescendent sur les sujets tertiaires. Et effectivement, là, on voit bien l'usage qui peut en être fait. Et je rejoins à la nécessité de lier ça avec aussi finalement le lien avec l'humain, c'est la mobilité, amener cette information auprès de la mobilité, la documentation auprès de la personne. Julien évoquait finalement la complexité d'avoir parfois des petits sites, donc d'avoir de la maintenance diffuse, de faire intervenir au bon moment du technicien au bon endroit. La mobilité, ça contribue beaucoup à obtenir finalement une qualité de service satisfaisante. Oui, c'est vrai. Et là encore, j'imagine un enjeu de compétences, mais là vous, c'est votre cœur de métier, donc j'imagine que intelligence artificielle, machine learning, vous intégrez les compétences. Aujourd'hui, c'est impossible de ne pas avoir une roadmap qui fait la part belle, je dirais, à des intégrations d'intelligence artificielle au pluriel dans nos systèmes. Et aussi de confronter les données dont nos clients disposent et dont nous disposons aussi pour permettre finalement d'alimenter le machine learning. Oui, parce que c'est ça le but du jeu. Julien, toi, à quel horizon est-ce que tu vois arriver cette fameuse maintenance prédictive et donc quels principaux freins finalement il faudrait dépasser, aussi côté utilisateur Moi, je rejoins Samy. Je pense que les outils sont là. Le BIM d'un côté pour les projets neufs, tous ces capteurs qui existent, qui sont communicants pour la vie d'une installation. Donc moi, la durée de vie d'un appel d'offres, c'est 3 ans. Donc à horizon 3, 5, 7 ans. Les mainteneurs, je pense, vont intégrer ces équipements de plus en plus dans leur réponse aux appels d'offres. Et donc ça va arriver là très, très prochainement. Ouais.
Les principaux freins, c'est la culture du mainteneur. Voilà, il faut qu'il travaille à livre ouvert, ce que je disais tout à l'heure. Du côté client aussi et utilisateur, c'est le temps qu'on a à y consacrer. Hein. Voilà, avoir plein d'outils numériques, plein de plateformes en face de nous, mais pour en faire quoi finalement? Donc voilà, c'est tout ça qu'il va falloir régler. Est-ce que tu es confronté aussi à un sujet de compétences en interne, justement, des équipes sur ces sujets Oui, forcément. Et puis de réponse à la qualité de la réponse qu'on souhaite apporter à un locataire par rapport à un site. Elle peut être très différente pour des locaux d'activité, des locaux tertiaires ou des industries, évidemment. Très bien, mais je retiens que ça va arriver vite, que les technos sont prêtes. Absolument. Bon, voilà. En réalité, oui, je rejoins. Elles sont prêtes. Je pense qu'elles sont maintenant même connues des différents prestataires de services qui proposent. Maintenant, il faut les intégrer effectivement dans les réponses aux appels d'offres, puis il faut les intégrer dans les processus internes aussi. Oui, ça peut prendre un petit peu de temps. Toi, tu le vois arriver sous quel délai? Disons qu'on a déjà engagé pas mal de discussions de notre côté, parce que finalement, ces technos, maintenant, il faut les déployer. On a déjà un petit peu commencé. Mais je pense que, objectivement, c'est les sujets 2024-2025. On ne pourra plus, je pense. Proche que ça, oui. Oui, parce que je pense que les échéances sont très courtes et que de toute façon, c'est des cycles courts aussi, hein, les contrats de maintenance. Donc, c'est un contrat de 3 ans, la plupart du temps, parfois moins, et que de toute façon, la compétitivité va demander de passer par là. Donc, tenons-nous prêts, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Julien, merci Samy, sur ces paroles que nous allons conclure ces échanges. Merci beaucoup à vous deux d'avoir partagé vos expériences et vos expertises. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine table ronde. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.